merci de m'avoir invité à participer à cette demi-journée de formation. Donc oui, je suis docteur en archéologie et spécialisée donc sur les questions de genre. Je vous propose une petite présentation en espérant qu'elle soit assez synthétique et intéressante pour vos questions dans le cadre de cette formation. Alors peut-être pour commencer, c'est qu'est-ce que le genre entre guillemets. Alors c'est une notion qui a été développée d'abord par des psychologues américains dans les années 50 et 60, donc pour désigner d'abord les gender roles et la gender identity. Donc c'est le fait de se sentir homme ou femme indépendamment de son sexe génital, et on identifie donc à ce moment-là un rapport à soi qui est distinct de son corps. Et les féministes et chercheuses américaines se sont en fait réappropriées et ont en fait réutilisé cette idée à partir des années 70 dans différentes disciplines des sciences humaines, et elles s'en sont démarquées pour interroger l'ordre social des sexes et des sexualités. Et donc c'est à ce moment-là que le gender devient un outil d'analyse critique. Donc en fait, les utilisations et les définitions du mot gender se sont diversifiées jusqu'à aujourd'hui en fonction des champs d'études forcément et également de la langue de chaque pays. Du coup, c'est très compliqué d'en donner une définition précise. Et donc là, j'ai choisi 4 exemples qui me semblent intéressants, particulièrement dans le cadre de la pratique archéologique. Et donc ils vont évidemment se rejoindre sur certains points, mais ils vont permettre aussi de mettre en évidence différents aspects théoriques. Alors on peut tout d'abord suivre ce qu'en dit la philosophe Geneviève Fraisse. Donc en fait, pour elle, le genre est avant tout une promesse conceptuelle, puisqu'il symbolise en fait une question qui ne l'a pas été en tant que telle dans la pensée. Et donc c'est un concept qui permet en fait avant tout d'ouvrir un champ de connaissances et de savoir. Pour l'historienne Michèle Rios-Arcé, donc le genre est aussi un concept polysémique qui va servir avant tout à poser des questions. Et elle précise aussi qu'à l'origine, il était utilisé pour interroger les savoirs établis et l'essentialisme des catégories sociales et des hiérarchies entre les hommes et les femmes. Ensuite, on a l'historienne Joanne Scott qui insiste quant à elle sur le fait que le genre va être d'une part un élément constitutif des rapports sociaux fondés sur des différences perçues, et d'autre part une façon première de signifier les rapports de pouvoir. Et enfin, donc pour l'historienne Violaine Sébillot-Cuchet, si la question du genre, entendue comme questionnement sur la place accordée à la différence des sexes, est une question contemporaine et totalement anachronique dans les sociétés antiques, elle mérite néanmoins d'être posée. Les réponses apportées par des recherches portant sur les sociétés anciennes, comme souvent celles apportées par l'étude des sociétés non occidentales, font toujours mieux apparaître les rigidités de notre présent, qui, en l'occurrence, a tendance à généraliser la différence de sexe à tous les aspects de la vie sociale, sans compter qu'elle renouvelle, par l'introduction de la mixité dans l'écriture de l'histoire, des pans entiers de notre connaissance de l'Antiquité. Donc, le genre est avant tout un concept qui va permettre d'interroger et d'ouvrir les questions. Et dans la pratique archéologique, ce concept a aussi une dimension polysémique, avec d'abord celle de l'archéo-anthropologue Johanna Sofaer qui écrit en 2002 que le genre peut être compris comme une structure ou un système de pensée. Et plus récemment, l'archéologue Marie-Louise Sorensen qui développe cette idée. Donc le genre est assigné à quelque chose qui n'est pas statique. Les différences perçues entre les corps génèrent dans toutes les sociétés des catégorisations genrées sous différentes formes, donc des classifications binaires à des compréhensions fluides de la différence. Donc en fait, le genre ne fait pas une référence à une réalité au-delà de sa propre construction, bien qu'il existe toujours.
Et ce concept, donc, il a commencé à être pris en compte en archéologie dans les années 70-80. On a donc eu le développement de ce qu'on appelle la gender archéologie. Et là, tous les archéologues spécialistes de ces questions sont d'accord. L'archéologie va être dans les dernières, voire même la dernière discipline des sciences sociales à s'intéresser aux problématiques liées au concept de genre. Alors, on a la première conférence sur ces questions qui a eu lieu en 1979. Donc, elle a été organisée par un collectif d'archéologues norvégiens. Et cela, en fait, a initié, tout particulièrement au Royaume-Uni et aux États-Unis, des ateliers, des conférences et des articles. Et notamment pour celui qui est le plus connu, qui est paru en 1984 et qui a été écrit par les archéologues Margaret Kronke et Janet Spector. Donc, il s'appelle Archaeology and the Study of Gender. Et en fait, dans cet article, les deux archéologues avaient comme ambition première. Donc, nous espérons que la critique féministe de l'archéologie contribuera à de nouvelles manières de penser ce que nous faisons et ce que nous pouvons savoir de la vie sociale dans le passé. Et plus important encore, nous espérons amener le sujet du gender dans le domaine du discours archéologique. Et ce faisant, nous espérons questionner le rôle de l'archéologie dans son soutien à la gender mythologie. Donc, le concept de genre va être particulièrement utile pour ouvrir le champ des questions que nous posons aujourd'hui aux vestiges funéraires et pour s'interroger sur ce que nous cherchons à comprendre des vestiges des sociétés qui sont vieilles de plusieurs millénaires et qui sont particulièrement sujettes ou vulnérables aux projections d'idéaux modernes. Parce que comme l'a abordé Héloïse Vial en début de cette matinée, en archéologie, on travaille à partir de faits matériels qui, évidemment, ne disent rien en soi. Et en archéologie funéraire plus particulièrement, on fait face à une sépulture, donc à une fosse qui va contenir un squelette qui est éventuellement accompagné d'objets. Et pour les populations préhistoriques et protohistoriques européennes, donc les populations qui n'ont pas de texte, voire même de système d'écriture, on ne va pas avoir par exemple de stèle ou de monument avec une inscription qui va permettre de nous donner le nom du défunt, ses dates de décès, de mort. On ne va pas savoir qui a commandité cette sépulture, qui l'a construite, qui a participé aux funérailles et comment elles se sont déroulées, etc., etc. Donc en fait, l'archéologie ne répond pas à toutes les questions qui nous viennent spontanément, et surtout une, c'est qui a été enterré là et qui était cette personne. Et donc en fait, c'est ce que pointent les premiers travaux de la gender archéologie. Il faut donc s'intéresser d'abord au discours que l'on produit à partir des vestiges parce qu'ils reflètent les interrogations scientifiques du moment où elles sont produites. Et que cherche-t-on donc à connaître à partir de la seconde moitié du 19e siècle, à partir des tombes de ces sociétés qu'on commence à découvrir? On cherche d'abord à les dater. Donc ça, c'est vraiment la base du travail d'archéologue. Donc là, par exemple, pour cette tombe, elle est du second âge du fer, d'après la morphologie et les types d'objets qu'elle contient. On va chercher aussi à savoir qui a produit et utilisé ces objets, en s'appuyant notamment sur les textes des auteurs grecs et romains qui font mention par exemple des Gaulois, des Celtes ou encore des Germains. Donc on va chercher les peuples qui se succèdent dans cette chronologie. Et donc là, par exemple, cette tombe appartient au second âge du fer, qui est aussi appelé à partir de la seconde moitié du 19e siècle l'époque gauloise. Et d'une manière en fait qui reste encore à définir, on cherche aussi à savoir si le squelette que l'on observe est un homme ou une femme, à partir donc d'une articulation qui reste encore à comprendre et à préciser. C'est que les objets inhumés auprès d'un défunt nous donneraient aussi son sexe. Alors on est à une époque où évidemment quand on a un squelette devant soi, on n'a aucun moyen pour savoir si c'est un homme ou une femme. Au mieux on va avoir une appréciation de l'aspect plus ou moins gracile du squelette. Et il faut souligner que les archéologues identifient d'abord et avant tout selon eux les hommes, puisque dans certaines sépultures, donc des armes sont inhumées auprès des défunts.
Donc le défunt était forcément un guerrier et donc un homme. Et donc, comment identifier alors les femmes ? En fait, les archéologues remarquent que les armes ne sont jamais associées à des objets de parure, ou plus exactement que les défunts inhumés avec des armes ne portent jamais de panoplie d'objets de parure. Donc ces objets deviennent féminins et les squelettes qui en portent étaient donc des femmes. Et donc on a, suivant cette logique, comme dans le cas de la tombe de Cyril Salson dans l'Aisne, les vases céramiques qui accompagnaient ce défunt, qui pouvaient être des vases à ornement pour recevoir plantes et fleurs, dont la gauloise était aussi curieuse et soigneuse qu'une française du XIXe siècle. Donc là, en fait, on a un premier constat, c'est qu'en archéologie, la mobilisation des termes féminins et masculins pour qualifier des objets et par extension des tombes, cela va avoir une histoire qu'il faudrait d'ailleurs étudier plus précisément pour en cerner les enjeux, parce qu'ils ont été mobilisés dans un contexte où existaient ces préoccupations scientifiques. Et donc à partir de la fin du XIXe siècle, on va voir parallèlement se développer toute une imagerie sur ces Celtes et ces Gaulois. Et puisqu'aujourd'hui donc le thème ce sont les représentations des femmes, je m'étais intéressée dans ma thèse aux images des femmes celtes et gauloises. Donc on a par exemple la statue de Boadicée à Londres, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et là, ici, en fait, si l'accent est mis sur ce personnage qui est mentionné dans les textes des auteurs romains Tacite et Don Cassius, c'est parce qu'en fait, cette statue établit un parallèle entre Boadicée et sa commanditaire, qui est en fait la reine Victoria. Mais donc ça va être en fait un rare exemple d'un personnage de femme celte. Et la femme celte ou gauloise est représentée à cette époque à partir de 3 principales thématiques qu'il faudrait encore affiner. Mais on peut voir tout d'abord la femme gauloise féminine, donc pour illustrer notamment la découverte d'objets de parure dans les tombes dès le XIXe siècle. La thématique de la femme gauloise bonne épouse et bonne mère, donc qui va de pair avec celle de la famille gauloise. Et le troisième thème, c'est celui de la femme dans la sphère domestique, donc par opposition à l'homme qui, lui, s'occupe à l'extérieur du foyer. Et en fait, ces images, on va en retrouver certaines quasiment à l'identique dans différents contextes plus d'un siècle après. Donc ça peut être dans les magazines, dans des musées. Et ça va être particulièrement frappant en fait sur les images dont l'objet est d'illustrer les intérieurs des habitations gauloises. Donc avec par exemple, vous avez mis une image datée de 1882, donc avec les hommes qui discutent et les femmes avec les enfants près du foyer. Et 2 images datées de 2011 où là donc la femme est toujours à la cuisine et là par contre l'homme est avec une chope à la main. Donc ça je vous laisse l'interprétation. Et donc ça ce sont des images qui datent d'il y a 10 ans. On voit donc que le tableau n'apparaît pas. Mince. Donc c'était un tableau donc tiré d'un ouvrage d'un archéologue. Donc j'ai donné la date 1927. Donc en fait, dès le 19e siècle, la représentation notamment des Gaulois et des Gauloises ne pose pas question parce que on retrouve dans les tombes des hommes, des femmes et des enfants à partir des objets. Mais en fait, cette approche, elle a ses limites, et dès cette époque-là, du fait des vestiges funéraires en eux-mêmes, parce que ces tombes, en fait, soit à armes, soit à panoplie de parure, ne représentent pas la totalité des tombes découvertes. Et on a donc aussi, dès cette époque, ce qui aurait dû apparaître sur ce tableau, la création d'une 4e catégorie de défunts à partir du mobilier. Ce sont les défunts qu'on a appelé à cette époque-là de sexe indéterminé. C'est-à-dire en fait des défunts visiblement adultes qui étaient inhumés par exemple avec seulement des vases en céramique ou un seul bracelet, une petite fibule, etc.
Donc en fait, force est de constater que les sociétés anciennes n'enterraient pas leurs défunts parce qu'ils étaient soit hommes ou soit femmes. Et quand on dit ça, il faut bien citer sur le fait que cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'idéaux liés à ce qu'on appellerait aujourd'hui la masculinité ou la féminité. Mais cela en fait interroge sur l'expression matérielle de ces idéaux, la possibilité qu'ont les archéologues aujourd'hui de comprendre cette expression matérielle et la place que nous donnons en fait à cette distinction sociale, non seulement dans nos interprétations, mais plus en amont aussi dans les analyses des données. Et donc avant de revenir sur ces aspects, il faut aborder la manière dont on peut aujourd'hui connaître le sexe des défunts. Donc là, ça va être extrêmement grossier parce que je ne suis pas anthropologue de formation, donc je m'excuse par avance. Mais donc comme Héloïse Vial l'a mentionné, on a la méthode la plus récente qui est l'analyse ADN, donc pour déterminer le sexe chromosomique d'un défunt. Mais déjà, c'est une méthode qui n'est pas souvent employée du fait de son coût. Donc, elle va être surtout employée pour des sépultures célèbres qui vont contenir beaucoup d'objets, donc, comme par exemple la tombe de Birka en Suède, dont certains ont peut-être entendu parler il y a quelques années. Et donc là, ici, les analyses ADN ont permis de prouver que ce défunt avait été inhumé donc avec tous les objets du guerrier viking, mais qu'en fait, ce défunt avait des chromosomes sexuels XX. Donc ça, c'est une méthode qui est quand même rarement utilisée encore. Donc, la manière la plus commune encore pour estimer le sexe d'un défunt, donc on peut avoir le crâne, mais on peut avoir aussi toutes les méthodes fondées sur des mesures standardisées sur l'os coxal, donc le bassin, avec lesquelles les anthropologues estiment qu'un défunt est de sexe plutôt masculin ou plutôt féminin. Donc on a maintenant la méthode de diagnostic sexuel probabiliste, donc qui donne une estimation en pourcentage. Donc on a par exemple 70% de probabilité que le défunt soit un homme. Et avant cette méthode, il y avait d'autres méthodes qui proposaient notamment d'estimer le sexe d'un défunt selon une grille de 5 catégories. Donc féminin, probablement féminin, indéterminé, probablement masculin ou masculin. Et ces méthodes, elles ont forcément aussi leurs limites. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'estimation du sexe des défunts et pas de détermination, puisqu'elles dépendent en fait avant tout de l'état de conservation des ossements, qui n'est pas forcément optimal. Et donc ça reste une probabilité plus ou moins fiable que le défunt ait été une femme ou un homme, ou plus exactement une femelle ou un mâle. Et depuis maintenant 15-20 ans, on a le développement en fait d'un champ d'études qui s'appelle la gender bioarchéologie, c'est-à-dire que le sexe doit être considéré comme un objet d'analyse. Donc non pas pour dire qu'il n'existe pas de différence entre les femmes et les hommes, mais pour dire que ces différences s'expriment nécessairement sur un squelette à travers leur imbrication avec d'autres facteurs environnementaux et sociaux, et en fonction également de l'âge évidemment. Donc tout ça pour dire qu'effectivement on arrive de mieux en mieux aujourd'hui à estimer le sexe d'un défunt, voire à déterminer le sexe chromosomique, mais le sexe est une variable qui est complexe, qui ne va pas nous renseigner non seulement sur l'apparence physique d'une personne, mais également sur les rôles sociaux de cette personne dans la vie quotidienne, qui en plus ont forcément évolué tout au long de sa vie, et jusqu'à sa mort, sans oublier également toutes les autres questions qu'on a précédemment évoquées et qui ne trouveront pas forcément de réponse. Et donc tout cela, c'est là où va y avoir des réels enjeux. Il faut en tenir compte dès qu'on choisit des outils d'analyse, mathématiques ou statistiques, pour en fait éviter qu'ils présupposent une distinction homme-femme au lieu de véritablement la tester. Donc en fait, se pose maintenant la question qui a été soulevée par les travaux des archéologues à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle et qui ont donc remarqué que des panoplies de parures féminines ne sont jamais retrouvées dans les mêmes tombes que les armes masculines. Et en fait, ça pose une question intéressante pour l'archéologie, c'est qu'est-ce qu'un objet féminin ou masculin ?
Et pour essayer de comprendre ça, c'est intéressant de se pencher sur des études sociologiques et ethnographiques, non pas pour y chercher des réponses, mais pour ouvrir, encore une fois, les questions qu'on peut poser. Alors en ce qui concerne les objets dits mobiles, donc le fait d'attribuer une qualité masculine ou féminine peut être par exemple en fonction de la forme d'un objet, avec évidemment tous les objets phalliques par exemple. Ça peut être en fonction aussi de qui produira ou utilisera l'objet. C'est donc la pratique et l'action qui nous amèneront à qualifier un objet de féminin ou masculin. Et ce qui peut même amener en fait à féminiser ou masculiniser un objet dans sa forme, sa matière, sa couleur, etc. Comme par exemple pour les rasoirs actuels qu'on va féminiser à l'aide de couleurs comme le rose. Donc en fait, cette qualité genrée d'un objet, donc le fait qu'on le considère comme masculin ou féminin, n'est pas forcément acquise définitivement. Elle peut évoluer en fonction des modifications que l'on peut faire sur l'objet et la manière dont il sera utilisé. Et c'est ce qui a même amené l'anthropologue Maureen McKenzie à parler par exemple d'objets androgynes pour les bilooms de Nouvelle-Guinée. Alors ce sont des sacs qui au départ sont fabriqués par les femmes pour porter les bébés. Donc biloom veut dire apparemment en langue papou utérus. Et ces sacs peuvent en fait se masculiniser en ajoutant notamment des plumes et ils vont garder en même temps une référence symbolique à la fécondité féminine du fait de leur forme. Donc ça, c'est un exemple qui met en évidence un processus qui va être en fait complexe et qui dépasse bien évidemment seulement le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Et donc ça, en fait, ça renvoie à l'idée de gender flexibility. Donc si on prend par exemple la robe ou la jupe actuellement dans nos sociétés, à travers cet objet, on va pouvoir bien sûr appréhender certains aspects liés à l'idéal de féminité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'une femme, non seulement en termes d'apparence physique, mais aussi de comportement. Donc là, on a ici un objet iconique, symbole de la féminité, mais il va être aussi iconique parce que là, dans le cas de cette photo, c'est Marilyn Monroe qui va la porter. Et dans les faits, une jupe ou une robe va d'abord être adaptée lors de sa conception en fonction de la personne à laquelle elle s'adresse, donc en fonction de l'âge, de la taille ou encore de la corpulence, en fonction aussi du contexte dans lequel la robe va être portée, en fonction aussi des valeurs morales de l'époque dans laquelle la robe est conçue. Et en plus de la conception de la jupe, si on regarde l'usage qui en est fait dans la société, actuellement les femmes ne sont pas obligées de la porter, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 100 ans, et là ce qu'il faudrait aussi nuancer en fonction des contextes. Et la jupe peut même devenir un symbole de revendication et de négociation des normes sociales, avec par exemple la journée de la jupe dans les collèges et les lycées. Donc en fait, les objets qu'on porte n'ont pas une qualité sociale linéaire et stable, et les qualifier de féminin ou masculin peut amener en fait à masquer des processus qui vont être complexes et qui dépendent non seulement de la personne qui les porte, mais également énormément des contextes dans lesquels ces objets vont être portés. Donc comment on peut s'intéresser à ces aspects en archéologie? Alors on doit d'abord insister sur le fait qu'on n'a pas accès à l'identité des défunts à partir des objets découverts dans leur tombe. Non seulement une identité qui serait individuelle et subjective, puisque les morts ne s'enterrent pas eux-mêmes, mais aussi parce que dans le cadre de funérailles, les raisons pour lesquelles les proches enterrent un défunt avec un objet ne sont pas simples. Et ça, pour l'illustrer, il y a un exemple que j'ai trouvé intéressant. Donc, c'est une tombe d'une femme récemment découverte en Arménie, donc qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et elle a été inhumée uniquement avec un bracelet et un vase. Et en fait, ce n'est que l'examen des ossements qui a permis de prouver que cette femme était en fait une archère, alors qu'aucun objet dans sa tombe ne permet de le présupposer. Et elle n'a strictement rien d'une archère d'après les objets découverts dans sa tombe.
Et c'est en ça, en fait, que les cas qui ont longtemps été considérés comme aberrants sont intéressants parce qu'en fait, ils nous indiquent qu'on passe à côté de quelque chose et du coup, ils nous obligent à poser d'autres questions aux vestiges. Et pour ça, on peut regarder par exemple la nécropole de Münzingen-Rhein en Suisse. Donc ça, c'est une nécropole qui va être très connue de l'âge du fer. Donc elle a accueilli entre 220 et 230 défunts, donc entre 420 et 240 avant Jésus-Christ environ. Et l'implantation des tombes a suivi en fait un plan général linéaire. Donc c'est-à-dire que les tombes les plus anciennes, vous allez les trouver au nord-ouest, donc en haut de la diapositive, et les tombes les plus récentes au sud. Et pour cette nécropole, donc, l'archéologue Peter Youd en 98 constate notamment déjà que l'opposition arme-parure doit être nuancée, puisqu'en fait elle ne concerne que les parures de cou et les anneaux de cheville. Donc on peut suivre ce critère présence d'anneaux de cheville dans les tombes. Et on peut constater que les anneaux de cheville sont présents dans les tombes datées uniquement des 3 premières phases de la nécropole. Donc c'est là où vous avez tous les traits et dans le sud, il ne va plus en avoir. Et les anneaux de cheville sont aussi intéressants parce que leur morphologie se fixe durant une période précise. C'est-à-dire que durant les 2 premières phases, on va avoir beaucoup de types et de morphologies différentes. Donc c'est tous les exemplaires que je vous ai mis sur la gauche. Alors que durant la dernière phase, ils deviennent standardisés avant donc de ne plus être inhumés dans les sépultures. Donc on peut déjà constater une évolution chronologique sur 120 à 150 ans. Si on reste sur ces anneaux de cheville standardisés et qu'on regarde leur association avec les défunts, donc ils sont portés majoritairement par des femmes, ou plus exactement, ils sont portés par 6 des 9 femmes dont le sexe a pu être estimé parmi les 35 défunts de cette phase, aussi par un enfant dont l'âge n'a pas pu être estimé, et un homme qui serait mort à un âge estimé entre 40 et 55-60 ans. Et c'est donc en fait à ce moment-là que les choses deviennent intéressantes. Donc on a ici un homme qui aurait été enterré avec des anneaux de cheville majoritairement associés aux femmes. Donc la première piste possible, c'est une erreur dans l'estimation du sexe du défunt. Et donc là, effectivement, comme les anthropologues le précisent, du fait des fouilles anciennes, ils n'ont pu travailler qu'à partir de crânes et de quelques os longs. En plus, l'âge au décès a été estimé entre 40 et 55 ans, donc c'est un âge pour les femmes où débute le processus de ménopause, donc qui entraîne une masculinisation du squelette. Donc là, c'est tout à fait possible que ce défunt ait été en fait une femme. Mais si on reprend les résultats des estimations faites et publiées en 2005 et en 2016, les estimations pour ce défunt en particulier n'ont pas varié. Donc ça reste anthropologiquement un défunt plutôt masculin. Nous avons donc une seconde piste, c'est que ce défunt était un homme qui a été inhumé en portant un objet féminin. Donc ça, c'est une idée qui a commencé à trouver un écho en archéologie dans les années 80, notamment à partir des études concernant les populations amérindiennes. Mais si donc dans ces contextes, cela va être documenté par des textes, des photos, etc. Pour l'archéologie, et spécialement pour les populations d'un passé qui ne va pas être documenté par ce type de source, on ne va jamais pouvoir affirmer que c'était le cas, surtout si on ne sait pas si ce défunt portait ses anneaux durant sa vie ou même s'il lui appartenait. Donc ça reste une possibilité qu'on ne va pas pouvoir ni négliger ni affirmer. Nous pouvons envisager sinon une autre piste, c'est s'interroger en fait sur ce que cet objet fait au corps, et notamment dans ce cas, en quoi porter des anneaux de cheville rendrait un corps féminin. Et c'est ce que soulève en fait l'anthropologue Elisabeth Handstedt. Elle s'interroge donc, est-ce que c'est un lien direct et déterministe ? Donc le caractère sociétalement sexué de l'objet participant à déterminer ou à construire l'identité de celui qui l'acquiert ou en fait l'usage.
Est-ce un lien de détermination inverse, l'identité sexuelle de son propriétaire participant à qualifier l'objet, ou est-ce une codétermination de type mutualiste? Car s'il est désormais communément admis que les objets nous font, il n'en reste pas moins que le comment et le pourquoi de cette fabrication demeurent encore souvent bien mystérieux. Donc en fait, est-ce qu'un objet fait homme ou fait femme n'est pas forcément si évident, puisque c'est véritablement la relation corps-objet qui est importante. Et c'est une question en fait qu'on ne serait pas forcément posée si, comme dans le cas de cette sépulture, les anthropologues avaient estimé que le défunt avait été plutôt une femme, tout en sachant en plus que toutes les femmes n'ont pas été inhumées avec ce type d'anneau. Donc en fait, qualifier des objets de masculin ou féminin peut être plus compliqué que ce qu'on attendait. Et depuis quelques années, on n'utilise plus forcément d'ailleurs ces adjectifs en tant que tels. Ça serait d'ailleurs intéressant d'étudier précisément cette évolution. Qu'est-ce qui a changé? On ne penserait donc plus comme ça. Qui est d'ailleurs en soi une remarque qui appelle énormément de questions, c'est un vrai sujet pour l'histoire de l'archéologie. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Et depuis quand, surtout, on ne penserait plus comme ça? Donc en fait, la gender archéologie permet d'inscrire tous ces questionnements dans un cadre théorique et méthodologique qui reste encore largement à construire. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît des hommes et des femmes dans les sépultures, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Et ce sont évidemment des questions qui vont se poser également au niveau des musées. Comment représenter les femmes du passé? Ces parures féminines, comme c'était parfois écrit dans les vitrines, c'est même si elles ont été retrouvées portées par une femme. Et au niveau de l'enseignement au secondaire, quels aspects aborder en cours et comment les aborder en fait sans risquer de généraliser et de décontextualiser. Et ça pose en fait une question qui peut être plutôt vertigineuse. C'est qu'est-ce qu'on cherche à connaître et à comprendre des femmes et des hommes du passé préhistorique et pourquoi? Vaste question. Merci beaucoup. Merci beaucoup Chloé pour cette présentation. C'était très intéressant. Je pense que des questions risquent d'arriver nombreuses, que finalement cette présentation pose de nouvelles questions sur la façon dont on doit, nous en tant que médiateurs, représenter les femmes. Est-ce que vous avez des questions les uns et les autres à poser dans le chat? On va essayer de les relier. Très dense, oui, excusez-moi, ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est en fait extrêmement vaste. Hein. Oui, tout à fait. Signaler ce que Chloé, on en avait parlé quand on avait préparé cette question qui permet, donc qui est visible sur YouTube de la chaîne C'est une autre histoire sur les erreurs sexistes. Donc c'est le titre qui pourrait peut-être compléter mon propos. Je me permets de la mettre en... Oui, je vous entends mal en fait. Est-ce que comme ça c'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Et en fait, c'était... Est-ce que vous m'entendez mieux? Pour l'instant, ça va. Bon, très bien. J'ai plus de questions là. On a une question d'Amélie. Justement, pour éviter la question de on va aborder seulement ces périodes par les objets. Alors, pardon? C'est une question d'Amélie, donc qui nous demande si, pour éviter la question du genre, peut-on aborder seulement ces objets? Par les objets? Oui. Oui, après on passe à côté. Est-ce qu'il faut l'éviter cette question? C'est ça, je suis pas sûre. Par contre, effectivement, on soulignait que ce qui nous paraît évident, en fait, féminin, masculin, etc., c'est des choses qui, dans le passé, se sont forcément jouées à d'autres niveaux. C'est
ces populations-là ne pensaient pas comme nous, et qu'est-ce on est capable aujourd'hui d'en comprendre et de l'étudier à partir des outils, c'est ça la question en fait. À partir d'outils qui ne présupposent pas, nous, nos propres représentations de ces questions-là, quoi. Une autre question de Vincent. La notion de genre est malheureusement polémique en ce moment. Rencontrez-vous des difficultés dans vos recherches au quotidien ou est-ce juste un bruit médiatique pour vous ? Bonne question. Donc dans mes recherches des problématiques, non, effectivement c'est quand même très médiatique. Là, je pense où c'est très dommageable, c'est que c'est encore une recherche qui est en cours en fait. Enfin, c'est un objet de recherche, c'est un champ mettre dans le même sac alors qu'elles sont utilisées en fait. Toutes ces recherches-là qu'on va complètement mettre dans le même sac alors qu'elles sont extrêmement différentes avec des problématiques extrêmement différentes aussi. Donc, je dirais c'est là où est la difficulté en fait. Autre question, la recherche par l'ADN est-elle 100% fiable ou est-elle amenée à se développer ? Alors, 100% fiable, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Est-elle amenée à se développer ? La dernière fois que j'ai discuté avec des anthropologues, ils me disaient que ça allait tendance, le coût en fait avait tendance à baisser. Donc, c'est quelque chose qu'on pouvait espérer généraliser dans le futur. Et donc voilà, mais après en fait si vous voulez le sexe chromosomique, c'est un sexe chromosomique en fait, c'est le départ du processus de sexuation du fœtus et de l'embryon en fait. Donc c'est aussi si vous voulez, il y a sans doute là encore des nuances à apporter en fait. Ça ne nous renseignera jamais voilà sur comment était cet homme ou cette femme, ni sur ses rôles sociaux, etc. Merci Chloé. Une autre question, que pourriez-vous dire sur l'impact des termes utilisés pour identifier les objets et l'image qu'ils évoquent ? Exemple, couteau, cuisine, femme, poignard, arme, homme. Eh bien ça, faudrait vérifier si des recherches sur ces questions existent. Là, j'en ai aucune qui me viennent en tête, mais c'est sans doute des recherches en sociologie ou comme ça. L'impact que ça a sur nos propres manières de penser, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas assez mis en évidence ou relayé, etc. quoi. Donc ça évidemment. Donc quel est l'impact ? Il y en a forcément un. Après, voilà, le quantifier, etc. J'imagine qu'il doit y avoir des recherches là-dessus, mais il faut sortir de l'archéologie et aller se tourner vers la sociologie, la linguistique peut-être. Voilà. Alors Chloé, j'ai une question. Est-ce que la recherche autour du genre, alors en archéologie, puisque c'est ton sujet d'étude, est-ce que cette recherche autour du genre est plus avancée dans d'autres pays européens ou même dans le monde ? Et est-ce qu'on est à la pointe sur ces questions en France ? J'imagine déjà un peu la réponse, mais j'aimerais bien que tu puisses en dire un petit mot. Ouais, alors à la pointe, tout dépend ce qu'on entend par être à la pointe sur ces sujets-là. On va dire par contre qu'il y a peut-être une difficulté à reconnaître ça comme étant un objet de recherche à part entière, c'est-à-dire il faut, c'est pour ça que je l'ai mis un peu dans la conclusion, c'est un cadre théorique et on sent bien que maintenant on a besoin de méthodologie, on a besoin, pour étudier tout ça, c'est un vrai sujet de recherche effectivement. Donc là où dans d'autres pays, comme ça a été développé dès les années 80, il va y avoir beaucoup moins de mal à en reconnaître la portée en fait scientifique, parce que c'est d'abord ça, c'est une analyse critique, donc ça s'inscrit dans une démarche scientifique en fait.
Donc voilà, c'est peut-être ça, je dirais en France où on a un peu plus, je sais pas. Est-ce que c'est aussi le fait que, voilà, comme moi, ça a apparu dans la présentation, ça vient beaucoup du monde anglo-saxon, etc. Donc plus largement, il faut renvoyer ça à, est-ce qu'on a tendance à mettre à distance toutes ces recherches-là, et là, c'est pas seulement qu'en archéologie, en fait, ça va être dans plein d'autres disciplines. Autre question concernant donc comment la sociologie et l'anthropologie travaillent-elles ces questions avec l'archéologie? Existe-t-il des labos ou des projets interdisciplinaires sur ce thème? Alors, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non, parce que justement, ça c'est un peu une constante qu'on va retrouver aussi, j'ai vu ça en Angleterre, l'archéologie est quand même très à part de toutes les autres sciences humaines. Et donc c'est vrai que par exemple, tous ces questionnements sur la matérialité, qu'est-ce qu'un objet féminin, masculin, etc., ça va rester dans le champ de la sociologie, de l'anthropologie, etc., et l'archéologie va jamais être appelée en fait à contribuer à cette recherche interdisciplinaire, quoi. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment des connexions à créer pour réellement faire un objet interdisciplinaire. Ouais. Merci, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Merci pour cette présentation très intéressante. Merci beaucoup.